Disons qu'on prenne la décision, là, tout de suite, de virer, je sais pas moi, 80% de nos clients dès demain matin. La logique pure voudrait qu'on fasse faillite avant la fin du mois, non? Bah oui, c'est le bon sens. C'est une entrée en matière qui est un peu brutale, mais elle est absolument nécessaire. Ouais, parce que l'équation de base avec laquelle on a tous grandi, c'est que plus d'efforts, plus de clients, ça équivaut inévitablement à plus de succès, quoi. Exactement. C'est l'image classique du plan d'architecte où chaque brique que tu ajoutes vient consolider l'édifice. C'est ça? Sauf que dans la réalité économique, ajouter des briques sans aucun discernement, c'est très souvent ce qui fait s'effondrer la maison en fait. Et c'est là que cette nouvelle étape de notre exploration prend tout son sens. Parce qu'on s'appuie sur ces fondations qu'on a déjà établies avant. Le fameux déséquilibre, oui. Voilà, ce déséquilibre inhérent où une toute petite fraction de nos efforts produit l'écrasante majorité des résultats. Et aujourd'hui, on s'attaque direct au cœur du réacteur. On va décortiquer pourquoi la stratégie adoptée par la majorité des entreprises, et même par beaucoup d'entre nous dans notre propre carrière, est fondamentalement mauvaise. Et le mot fondamentalement, il est pesé là. Ah oui, complètement. L'objectif, c'est pas du tout de trouver des astuces pour travailler plus, tu vois, ni de mettre en place des systèmes hyper complexes pour gérer une charge mentale grandissante. Mhm. L'objectif, c'est d'isoler de manière quasi chirurgicale les véritables moteurs de la création de valeur. Parce que la triste réalité, c'est que la plupart des stratégies échouent précisément parce qu'elles ont une vue beaucoup trop superficielle. Elle tente de satisfaire tout le monde en fait. Exactement, le pire piège possible. Ok, bon, décortiquons ça. Parce que l'idée que chercher à satisfaire tous ses clients puisse être une erreur stratégique, ça secoue quand même pas mal de certitudes. C'est clair. Quand on se penche sur le fonctionnement des organisations, on réalise que ce qui rapporte vraiment de la valeur, c'est souvent caché très profondément sous la surface des opérations de tous les jours. Et pour comprendre à quel point notre vision est biaisée, il faut d'abord admettre notre propre aveuglement. Ouais, et ça nous mène tout droit à un premier concept assez vertigineux, l'illusion des produits et des clients. C'est vraiment le point de départ incontournable de toute réflexion stratégique sérieuse. En général, la direction d'une boîte est persuadée de savoir ce qui est rentable. Bah oui, on regarde le chiffre d'affaires global à la fin du trimestre, la courbe monte, on sabre le champagne, quoi. C'est ça. Mais le truc, c'est que lorsqu'on arrête de regarder les moyennes et qu'on applique une analyse vraiment fine, granulaire, la réalité qui émerge est souvent un gros choc. Ah oui, les données démontrent, mais alors systématiquement, qu'une infime fraction des ventes génère la quasi-totalité des profits réels. Et pendant ce temps, le reste, donc la grande majorité des opérations, ne fait que drainer les ressources, l'attention, l'énergie. Prenons un exemple concret pour ancrer ça. Dans les cas qu'on étudie, il y a l'entreprise Instruments électroniques Inc. Leurs chiffres internes sont juste spectaculaires. Ah oui, l'analyse a montré que seulement 30% de leurs ventes rapportaient 67% de leurs profits. C'est énorme. C'est énorme. Et le plus fou, c'est que cette dynamique, elle ne s'arrête pas au simple catalogue de produits physiques. Ça frappe aussi de plein fouet la typologie de la clientèle. C'est-à-dire? Les données montrent que les plus gros clients achètent en volume, payent un prix juste pour la valeur reçue, et surtout, et c'est le point clé, ils sont étonnamment faciles à servir. Contrairement aux petits clients, j'imagine. Exactement. À l'inverse, ces petits clients, ce sont ceux qui achètent de très faibles volumes, mais qui exigent le plus d'attention. Ouais, ceux qui demandent des trucs sur mesure tout le temps. Voilà, qui appellent mes services clients tous les 2 jours, qui retardent les paiements. Et au final, ils coûtent atrocement cher à l'entreprise, au point de détruire la valeur qui est créée par les autres. Mais attends, là je dois faire l'avocat du diable. Il y a un truc qui cloche dans ce raisonnement d'un point de vue purement comptable. Vas-y. Si je vends un produit avec une marge de 20%, que ce soit un gros ou un petit client, à la fin je gagne 20%. Les systèmes comptables valident ça tous les jours. Comment un client qui achète même peu peut faire perdre de l'argent? C'est une excellente question, et c'est exactement là que se trouve le grand mensonge de la comptabilité traditionnelle. Un mensonge? Ouais, c'est une véritable illusion d'optique en fait. Pour expliquer le mécanisme simplement, la grande majorité des systèmes comptables prennent ce qu'on appelle les frais généraux ou les coûts indirects. Donc le loyer, les salaires des RH, l'informatique, ce genre de trucs. Exactement, le temps de management aussi. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils répartissent ces coûts de manière parfaitement uniforme sur tous les produits ou tous les clients, juste en se basant sur le volume des ventes. Ah, ok. Donc si un client représente 5% de mes ventes, le système va lui attribuer automatiquement 5% de mes coûts de fonctionnement globaux. C'est ça. Sauf que dans la réalité physique de la boîte, ça se passe jamais comme ça, hein. Bah non, évidemment. Ce fameux client qui fait 5% des ventes, c'est peut-être celui qui génère 40% des appels au support technique. C'est peut-être lui qui monopolise le directeur commercial avec ses plaintes.
Ouais, Et si on s'amuse à isoler le coût réel du service fourni, on capte vite que les coûts indirects ne sont pas générés par le volume, mais par la complexité. et le système comptable, il lisse tout ça. Totalement, il lisse et il masque l'hémorragie. Il donne l'illusion qu'un petit client capricieux est rentable, alors qu'en vrai, si on lui facturait le temps réel qu'on lui consacre, sa marge serait profondément négative. Donc en clair, on subventionne secrètement les mauvais clients avec l'argent généré par les bons. C'est fascinant. C'est fou, oui. Et pour imager un peu, ça me fait penser à l'analogie du restaurant. C'est le resto qui proposerait une carte délirante avec 100 plats différents, juste dans l'espoir d'attirer absolument tous les clients de la ville. Ah oui, la fameuse erreur du choix infini. Voilà, le proprio se dit que plus il y a de choix, plus il aura de clients. Mais au quotidien, ce sont uniquement les commandes de burgers et de frites qui paient le loyer et l'électricité. Bien sûr. Et pendant ce temps-là, les ingrédients exotiques pour les 98 autres plats coûtent une blinde en logistique, ils pourrissent dans les frigos, et surtout, ils épuisent le chef qui doit maîtriser 100 recettes et nettoyer 100 poêles différentes. Burn-out du chef. C'est ça. Ce qui mène le chef au burn-out, c'est pas de sortir 100 assiettes dans la soirée. Sortir 100 burgers, il sait faire, c'est fluide. Ce qu'il détruit, c'est de devoir préparer 100 repas différents. Clair. Et dans n'importe quelle entreprise, c'est pareil. Chaque nouveau produit, chaque petite variation demandée par un client, ça ajoute une couche invisible de bureaucratie, de contrôle qualité, de temps perdu. Et cette complexité, elle ronge de l'intérieur les profits de ce qui marche vraiment. Ce qui est fou quand on y pense, c'est qu'on a tous un petit client capricieux dans notre propre vie professionnelle. Ah ça oui. On a tous cette tâche mineure ou ce collègue qui exige des réunions à n'en plus finir pour un projet qui représente, 2% de nos objectifs annuels, mais qui vampirise 40% de notre charge mentale. C'est tellement vrai. On voit très bien comment un stock physique crée des coûts cachés avec cette histoire de frigo, mais on pourrait se dire que dans les services ou le conseil, là où il n'y a pas d'entrepôt, ce problème disparaît. Et c'est là qu'on se trompe lourdement. Justement, l'analyse du cabinet de conseil Stratégie Inc. prouve le contraire. Le temps humain, c'est le stock le plus périssable et le plus mal géré. Le cas de ce cabinet, c'est vraiment un cas d'école. Dans le service, la complexité est encore plus insidieuse parce qu'on la voit pas s'accumuler sur des étagères, tu vois. Ouais, L'analyse qu'ils ont faite, c'était de segmenter rigoureusement leur rentabilité, pas globalement, mais selon le type de projet et l'ancienneté des clients. Et les résultats ont créé un vrai séisme en interne. qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont découvert que leur projet d'accompagnement en fusion et acquisition, ça représentait que 22% de leurs revenus. Mais, et c'est là que c'est incroyable, ces 22% généraient 87% de leurs profits globaux. Attends, 87% des profits portés par à peine 1/5 de l'activité. C'est ça. J'imagine que le reste du tableau était beaucoup moins beau. Ah, le contraste était brutal. Quand ils ont isolé les projets purement opérationnels pour de nouveaux clients, la réalité a frappé. Ces missions engendraient des pertes massives. Des pertes massives. Ouais, le cabinet perdait littéralement de l'argent à chaque fois qu'il signait un nouveau client pour l'aider sur ses opérations courantes. Mais là, je t'arrête parce que refuser de nouveaux clients, c'est mathématiquement absurde, non? N'importe quel directeur commercial va te dire que si on remplit pas le pipeline, la boîte meurt dans 5 ans. C'est la théorie classique, oui. Dire non à un client qui vient avec un chéquier, ça ressemble à un suicide stratégique. Comment ça se fait que ces nouveaux contrats perdent de l'argent? Eh bien, c'est toute la différence entre la théorie commerciale et la réalité du terrain. Pourquoi ça perd de l'argent? Parce que la nouveauté coûte atrocement cher. Ah, la nouveauté. Bah oui, quand tu signes un nouveau client, il faut apprendre sa culture d'entreprise, négocier les contrats juridiques de zéro, gérer les malentendus du début, adapter tes méthodes à ces outils informatiques. C'est vrai que c'est chronophage. Tout ça, ça consomme des centaines d'heures non facturables. Et en plus, un nouveau client, par nature, il est sceptique. Il va négocier les prix à la baisse, exiger des garanties. Alors qu'un ancien client, Voilà, l'ancien client, avec qui tu as bâti une relation de confiance depuis 5 ans, il t'envoie un simple email d'une ligne pour valider un projet à 100 000 euros. Il discute pas le prix parce qu'il connaît la qualité. c'est la fameuse boucle de rétroaction de la confiance. Mais la réaction de Stratégie Inc. face à ça est encore plus dingue. Ils n'ont pas juste essayé d'améliorer les processus, ils ont pris une décision radicale. Très radical. Ils se sont reconcentrés exclusivement sur leurs anciens clients. Et pour les nouveaux clients qui demandaient de l'opérationnel, ils ont carrément refusé de les prendre et ils sont allés jusqu'à recommander des concurrents. Envoyer ses pires clients chez son concurrent direct pour engorger leur système, c'est une manœuvre d'une perversité stratégique absolument géniale, tu trouves pas? C'est brillant. C'est l'arme fatale de la rentabilité. La loyauté et la spécialisation surpasseront toujours l'acquisition frénétique.
Courir après de la nouveauté, ça flatte l'ego, mais ça détruit les marges. C'est une leçon fondamentale, hein. Bon, identifier ces gouffres financiers une fois que le mal est fait, c'est stimulant intellectuellement. Mais le vrai défi pour ceux qui nous écoutent, c'est la mise en pratique. Tout à fait. Comment on transforme ça en un vrai plan d'action? Comment on trouve le courage de trancher dans le vif? La réponse, elle est dans un concept qui a l'air technique, mais qui est hyper puissant, la segmentation. La segmentation, c'est vraiment l'antidote au brouillard comptable dont on parlait tout à l'heure. C'est l'outil qui permet de cartographier la réalité. Comment ça marche en gros? L'idée, c'est de découper l'entreprise, pas selon l'organigramme classique, mais en croisant les vraies données. Tu prends les produits d'un côté, les clients de l'autre, et tu les fusionnes pour créer des tranches d'activité autonomes, des segments. Ok, donc on croise produit et client? C'est ça. Le but, c'est de calculer le compte de résultats réel et sans phare de chaque tranche séparément, puis de regarder comment ces tranches performent face à la concurrence. Sauf que, soyons clairs, c'est pas un fichier Excel que tu télécharges en 5 minutes. Ça demande un effort analytique énorme. Si on reprend l'exemple d'Instruments électroniques Inc., ils ont dû disséquer toute leur histoire commerciale. Et ça leur a permis de découper leur activité en 15 segments distincts. Et le verdict? Les 6 meilleurs segments représentaient que 26% de leurs ventes, mais rapportaient quasiment 83% des profits. 83%. Et à partir de là, ils n'ont pas fait de sentimentalisme. Ils ont mis en place un système de priorités. Priorité A, B et X. Et c'est là que le courage managérial entre en jeu. Ces 6 segments ultra performants sont devenus la priorité A. La direction a fait un choix drastique, allouer les 2/3 de tout son temps et de son énergie mentale exclusivement à ces segments. C'est un réalignement total vers ce qui marche déjà, plutôt que d'essayer de réparer ce qui foire. Exactement. Et pour le ventre mou? Les segments moyens, classés priorité B, ils ont été tout aussi malins. Ils ont réduit l'effort de vente et le temps de gestion dessus, tout en augmentant les prix. La logique est implacable. Tu diminues tes coûts internes, tu augmentes le prix, et si ça fait fuir quelques clients, tant pis, puisqu'ils étaient peu rentables dès le départ. Et la priorité X, les segments déficitaires, ils ont été placés sur surveillance pour être amputés. Oui, mais là, il faut apporter une nuance vitale. L'analyse des segments, c'est juste une photo à l'instant T. Le grand danger, ce serait de couper à l'aveugle tout ce qui n'est pas rentable aujourd'hui. Ah oui, il faut garder une vision dynamique. Avant d'éliminer une priorité X, il faut impérativement se poser 2 questions. 1. Ce marché est-il globalement attractif sur le long terme? Et 2. Quelle est notre position concurrentielle, réelle ou potentielle sur ce segment? Ouais, parce qu'un segment déficitaire aujourd'hui pourrait être l'avenir si les concurrents sont faibles et que la demande explose. Exactement. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Pour filer la métaphore, la segmentation, c'est pas prendre une tronçonneuse dans une forêt. C'est plutôt le travail méticuleux d'un jardinier face à un plant de tomates. J'aime bien cette image. Tu sais, si tu laisses un plant de tomates pousser dans tous les sens, il va créer des dizaines de ramifications, les fameux gourmands. La plante va épuiser son énergie à nourrir ses branches pour produire au final plein de petites tomates vertes et amères. Et le rôle du jardinier, c'est d'arracher ça? Voilà, il faut pincer et arracher impitoyablement ces ramifications latérales. C'est douloureux sur le moment, mais c'est la seule façon de forcer la sève à se concentrer dans la tige principale pour produire 3 ou 4 tomates gigantesques. Cette image, elle illustre parfaitement le mécanisme. Couper les segments inefficaces, dire non à certains clients, c'est pas un aveu d'échec, c'est un acte de libération d'énergie. On dégage du temps et de la bande passante pour dominer là où on a un avantage. On passe d'une survie laborieuse où l'on se bat sur tous les fronts à l'excellence sans effort. Et c'est là qu'on touche à la dimension vraiment transformatrice. Jusqu'ici, on a parlé d'optimiser ce qui existe. Mais quand on pousse la réflexion, on peut réinventer les industries entières. Oui, c'est l'idée paradoxale que pour donner beaucoup plus de valeur, il faut faire beaucoup moins. Faire moins pour donner plus. C'est la quintessence de la valeur pratique. La stratégie la plus disruptive consiste souvent à identifier les 80% d'efforts internes qui ne produisent aucune valeur perçue par le client final. Et une fois identifié, on s'en débarrasse sans aucun état d'âme. L'exemple historique de ce basculement, c'est la petite épicerie traditionnelle face au rouleau compresseur du supermarché. Absolument. Imagine l'épicerie de quartier il y a quelques décennies. Le niveau de service était total. Le client arrivait, donnait sa liste, l'épicier courait chercher les produits, pesait, emballait, notait à crédit et parfois un commis livrait à vélo. L'effort fourni par l'épicier était colossal. Colossal, oui. Mais la question fatidique, c'est le client valorisait-il cet effort au point de payer ses boîtes de conserve 30% plus cher? Le modèle du supermarché a répondu non.
L'innovation radicale du supermarché, ça n'a pas été d'offrir plus de services, ça a été d'en offrir drastiquement moins. Ils ont pris tous ces efforts épuisants, marcher dans les rayons, sélectionner, porter les sacs, et ils ont transféré cette charge de travail directement au client. Et le plus dingue, c'est que le client a adoré. Parce qu'en éliminant cette bureaucratie et ce coût humain, le supermarché a libéré des marges énormes. Ils ont échangé le service que le client ne voulait pas payer contre ce qu'il désirait vraiment, des prix bas, un choix immense et la rapidité du libre-service. L'innovation n'est rarement de l'ajout de trucs compliqués, mais de l'élimination du superflu. Ça fait l'effet d'une douche froide, et ça nous invite à un exercice de lucidité sur nos propres journées. On devrait tous faire ça ? Si on regarde honnêtement nos semaines, quelles sont ces tâches titanesques qu'on accomplit par habitude ? Combien d'heures sont brûlées à rédiger des rapports de 50 pages alors qu'on sait que la direction ne lira que le résumé d'une page ? Ou ces processus internes maintenus en vie juste parce qu'on a toujours fait comme ça. L'élimination du travail qui ne crée aucune valeur perçue, c'est le levier de croissance le plus sous-estimé. Mais il y a une barrière psychologique. Immense. Tant qu'on reste prisonnier du mythe que la quantité de sueur est proportionnelle à la valeur créée, on s'enferme dans la complexité. Ce qu'il faut retenir pour ceux qui écoutent, c'est qu'une stratégie brillante, c'est jamais une quête frénétique d'expansion. C'est pas courir après tous les lièvres. La vraie stratégie, c'est une concentration obsessionnelle sur une minorité d'activités hyper rentables. Traquer la complexité comme un virus, oui, parce que la simplicité, c'est l'expression ultime de l'efficacité. Et ça exige un courage peu commun d'accepter de décevoir, de couper 80% de son quotidien pour miser sur les 20% qui portent l'avenir. Justement, pour boucler cette boucle, il y a une dernière réflexion fascinante qui hante un peu mon esprit depuis qu'on prépare cet échange. Dis-moi. On vient de démontrer qu'il faut concentrer toute son énergie sur les segments qui rapportent le plus. Or, un phénomène étrange s'observe souvent. Ces fameux segments hyper rentables, ces joyaux, ce sont très souvent les secteurs que la direction ignore totalement. Ah oui, le fameux paradoxe des projets orphelins ? Exactement. Ce sont ces produits qui font pas de vagues, qui n'ont pas de gros budget marketing, qui sont jamais au centre des réunions. Et pourtant, ils crachent du cash silencieusement, jour après jour, parce qu'ils répondent parfaitement à un besoin, sans exiger d'efforts. Alors que les projets vitrines, eux, ils engloutissent des millions, ils hurlent pour qu'on s'en occupe, et ce sont des gouffres financiers. Alors ça m'amène à cette pensée finale un peu provocatrice, et si une grande partie de la sagesse stratégique tenait dans la pratique d'une négligence assumée ? Une négligence assumée. Ouais. Que se passerait-il si, au lieu de jouer les pompiers pour sauver les projets bruyants qui s'effondrent, on les laissait délibérément mourir ? Et si on ne prenait soin que de ce qui pousse tout seul, en silence, dans un coin du jardin ? Le vrai succès, au fond, résiderait-il dans l'art magistral de savoir ce qu'il faut ignorer ? Ça, c'est une sacrée question à se poser. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.